Quand j'essaye de raconter des histoires aujourd'hui, j'essaie toujours de me souvenir l'état dans lequel ça me mettait ce conte que j'aimais quand j'étais petite et qui était La Belle au bois dormant. Alors, il se fait que j'habitais à la campagne, à l'orée d'une forêt, et pendant toute la journée, je partais. Et je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois pendant, je devais avoir comme ça 7, 8, 9 ans. J'allais à un endroit particulier et pendant toute la journée, je me rejouais la scène du moment où la Belle au bois dormant se pique et chute. Et j'adorais ce moment où je chutais réellement et je m'effondrais là dans le sous-bois. Et puis ce qui me ravissait, c'était d'imaginer que le prince arrivait et qu'il m'embrassait et j'ouvrais les yeux et je le découvrais. Alors parfois je me dis, aujourd'hui ça doit être un petit peu mal considéré de dire des choses comme ça, mais en y pensant, je me suis dit que ça avait beaucoup de sens pour moi parce que déjà chuter, c'est quoi? Cette chute, c'est merveilleux, c'est s'abandonner complètement à quelque chose. Et je le fais encore aujourd'hui, je sais ce que ça me fait de me laisser tomber dans le sommeil à n'importe quel moment. Et puis aussi, la merveille que c'est quand on se laisse aller au sommeil, de se réveiller et d'avoir tout à coup une idée nouvelle. Et donc de ne pas avoir cherché quelque chose. Et c'est comme quand j'ouvrais les yeux et j'imaginais que le prince était là quand j'étais petite. Et moi, j'y reviens souvent, je ne sais pas, ça continue à me nourrir. Et quand je raconte un conte aujourd'hui, j'essaye un petit peu de retrouver les saveurs, cette espèce de joie renouvelée, mais sans cesse. Je pouvais jouer jour après jour à ce jeu-là et me sentir la Belle au bois dormant. Bah, c'est vrai que moi, la réponse de Catherine me renvoie aussi du coup à mon enfance. Et moi, le conte que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant, il était sur un 33 tours dans la maison de mes parents. Et c'était Sindbad le marin. Et le souvenir que j'en ai, parce que c'est pas précis, le souvenir de l'histoire, pas aussi précis que toi, Catherine, mais ce que je sais, c'est que j'étais quand même étrangement fascinée de ce 33 tours sans aucune image, parce qu'on avait aussi des 33 tours avec les trois petits cochons, avec Merlin l'Enchanteur et tout ça, qui était de Disney. Et là, il y avait des images. Et Sindbad le marin, il y avait juste la pochette du 33 tours. Et du coup, je crois que c'est à peu près presque la seule expérience que j'ai eue enfant, de n'avoir que mes images mentales, et jamais je n'ai eu confirmation que mes images étaient, entre guillemets, les bonnes, comme ça véhiculait sur les dessins animés ou les livres illustrés. Et ça reste un peu comme précieux, parce que j'ai jamais personne qui m'a dit à quoi ressemblait Sindbad et à quoi ressemblait l'Aigle ou la vallée des rubis. Tout ça, c'est resté voilà, qu'avec mon imaginaire. Et jamais personne n'est venu coloniser mon imaginaire avec des images toutes faites là, pour cette histoire-là. Après, conte fondateur, ça c'est celui qui a habité mon enfance. Et puis si je pense aujourd'hui à mon travail de conteuse, ben, y a un conte qui a vraiment forgé mon travail. J'aime bien le mot forger parce que dans forger, il y a forgeron, il y a le métal, il y a l'alchimie, il y a la fonte des métaux en fusion, la forge, les braises. Moi, je vois un peu un truc tout noirci par les cendres et par le travail du feu. Et moi, le conte qui est toujours en alchimie en moi et en transformation, c'est Baba Yaga. C'est une sorcière je sais pas, de la mythologie ou du monde du conte merveilleux russe. Voilà. Qui est très puissante, très ambivalente, qui est maîtresse de la nuit, des eaux, du monde des animaux sauvages et tout ça. Moi, j'ai aimé travailler cette histoire avec toi parce que c'était un moment où j'ai vu comment tu mêlais des choses qui te traversaient, qui te tracassaient dans ta vie et comment tu en nourrissais certains aspects du conte, mais tu n'as jamais utilisé le conte pour dire quelque chose d'autre qu'il ne voulait dire. Mais, donc du coup, ça a été... c'était ce que j'aime vraiment, parce que ces contes, ils existent de tout temps, mais à un moment donné, il faut leur donner du sang neuf. Et le sang neuf, ça ne peut être que de l'expérience vécue. Et donc, j'ai eu le bonheur d'assister et c'est gai d'être dans les coulisses de cette création, de comment il y avait un peu de toi, de là où tu souffrais un peu à ce moment-là, de comment est-ce que ça venait se marier avec le conte.
Oui, c'était une période de bel échange, quoi. Et toi, Catherine, ton conte aujourd'hui? Qui est fondateur, moi, c'est Cassandre. C'est pas le premier conte que j'ai présenté devant un public, mais c'est celui où j'ai dû trouver comment je travaille. Ça a pris beaucoup d'années, ça a pris beaucoup de temps, j'ai tâtonné, mais vraiment, j'ai l'impression d'en être sortie avec le sentiment que je savais un petit peu comment je peux m'aventurer dans ce monde-là des contes et de les retravailler. Alors c'est déjà, et ça a à voir un petit peu avec La Belle au bois dormant, c'était pas du tout un choix, parce que c'est de la mythologie grecque. La mythologie grecque était quelque chose qui m'intéressait absolument pas. Et donc j'ai été prise par ce sujet malgré moi. Et j'ai dû l'explorer. C'était passionnant hein, de ne pas savoir ce qu'on cherche en fait. Et donc c'est un travail archéologique d'enlever les couches et d'aller chercher le personnage. Et oui, c'est ça, de se demander mais pourquoi est-ce qu'il me parle et donc d'aller sans arrêt vers moi, pourquoi est-ce que ça m'intéresse et pourquoi ça intéresse aujourd'hui de raconter ça et passer son temps à sillonner comme ça entre l'histoire en elle-même, le monde d'aujourd'hui et soi. Bon, après, voilà, ce que j'y ai trouvé, ça c'est un petit peu ma popote intérieure, mais j'ai trouvé de la confiance en moi, quoi, de pouvoir raconter. C'est assez difficile d'y répondre parce que c'est un processus vraiment extrêmement complexe. Je trouve qu'il s'étale vraiment sur le temps. Je disais dans la question précédente que Cassandre, elle m'a aidé un petit peu à trouver mes marques. Et donc je ne me sens plus désorientée comme au début. Je ne sais pas par quel bout attraper quel fil. Enfin... Donc aujourd'hui, je sais un petit peu comment je fonctionne et je sais que les choses prennent du temps et que je commence à semer en fait des trucs. J'ai l'impression que je dépose généralement dans mes carnets toutes sortes d'idées que j'accumule et je passe beaucoup de temps à essayer de les réagencer. J'y pense, je les arrange, je les réarrange. Et puis, et j'ai confiance. Voilà, ça j'ai appris aussi qu'il faut avoir une espèce c'est une espèce de note souterraine comme ça de confiance. À un moment donné, ça viendra. Donc je ne force jamais. Il y a une petite musique comme ça, et à un moment donné, quelque chose arrive, et alors je vais rechercher dans ces choses qui ont déjà un peu mûri et germé. Et je les mets ensemble, et bon, alors ça dépend. Parfois, ça va très vite, parfois, c'est plus laborieux encore. Mais ce que j'aime bien dans ce processus-là, c'est que c'est comme si j'avais fait pousser des petites choses, puis à un moment donné, je les rassemble, et on a des strates qui ont déjà une vie, et qui ont déjà un vécu, une épaisseur qui se mettent ensemble et ça crée des nouvelles images, ce qu'on recherche, hein, n'est-ce pas, dans le conte. Voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et alors, ça m'a aidé de me formuler, c'est parce que je passe aussi beaucoup de temps à essayer de me formuler comment je fonctionne. C'est l'hiver passé, j'avais été voir une expo de l'artiste américaine Kiki Smith, et donc j'avais vu un documentaire sur elle où elle expliquait que elle ne fait pas de séparation entre son atelier, où elle crée, hein, c'est une artiste plasticienne, donc elle ne fait pas de séparation entre son lieu de vie, sa cuisine, son salon et son lieu de création. Et en fait, tout est toujours imbriqué. Elle peut être un endroit, et elle a besoin de chipoter à quelque chose, et alors elle reprend une pièce, et elle arrange quelque chose, puis elle va cuisiner, puis elle revient à ça, puis elle revient à un autre. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça que je veux être. Je veux être une conteuse, c'est-à-dire mes contes doivent exister comme des objets autour de moi, hein, des objets immatériels, et je dois toujours venir un petit peu y chipoter. Et ça m'a vraiment apaisée parce que ça a enlevé le complexe en moi du fait que je dois à un moment donné faire quelque chose de bien, de bien beau, bien lisse. Et oui, et que normalement on ne devrait pas avoir quand on est conteur. On trimballe nos histoires avec nous et je ne sais pas pourquoi, il y a un petit peu parfois une espèce d'obligation d'avoir quelque chose de tout bien fait. On a écrit un texte qui présente tel spectacle, ça ne doit plus bouger. Et donc j'ai incorporé ça et maintenant aujourd'hui j'essaye de pratiquer ça un petit peu comme ça, de me dire mais mes contes ils vont toujours bouger et ils bougent toujours. C'est sûr que c'est quelque chose de se dire qu'on doit condenser en quelques minutes ce processus qui est très organique, très arborescent, très rhizomatique. Enfin, je ne sais pas très bien, j'ai l'impression que le processus et la pratique, et en tout cas le mot artisane me sauve en tout cas. L'idée, comme tu dis Catherine, enfin moi en tout cas ça me rassemble de me dire que ma pratique artistique elle est
très interrelié à tout un réseau de choses, en fait. J'avais envie de dire, par exemple, pour moi, je ne peux pas séparer ma femme artiste, enfin l'artiste de la femme. Tout est très holistique ou global. Et donc, c'est tout le quotidien aussi que je soigne et que je mets en place depuis plein d'années, qui nourrit vraiment comme la face cachée de l'iceberg. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je découpe ma vie en plein de morceaux et que, en fait, c'est juste pas possible. J'ai la vie que j'ai avec mes enfants, ici la vie, nos projets, ici on est à la campagne et on a plusieurs projets ici liés avec notre territoire. Et en fait, je me sentais morcelée et il n'y a rien à faire, je dois broder comme Vassilissa les morceaux de ma vie ensemble parce que sinon je suis éclatée et ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, plus le temps passe et plus je me rends vraiment compte que tout est vraiment relié et tout, comme je disais, il y a cette fameux iceberg et toute la vie, le conte, le spectacle ou l'histoire qui est partagée, c'est la face visible d'un iceberg et tout le reste, c'est une espèce de background comme ça, le bourdon qui nourrit finalement ce qu'on partage au public. C'est un petit bout de nos univers et de nos rêves et de nos... Et voilà, après, ça reste précieux pour moi d'avoir des espaces où, à un moment donné, je rentre dans une bulle, où je rentre en immersion. Autant j'adore avoir comme ça une vie très en arborescence, avec plein de liens, entre, plein de multiples projets ou morceaux de vie. Mais c'est vrai que pour le rêve, et ça je remercie les transmetteurs avec qui j'ai travaillé, qui sont Myriam et Michel, c'est vraiment prendre soin de cet espace quand même où je rentre dans mon univers onirique, sans compromis. Où là maintenant, tout le monde dégage, quoi. Et ça, c'est radical. Mais voilà, donc cette espèce d'aller-venue entre aimer cette vie un peu chaotique, bordélique, les gosses, moi j'ai un chien, un cheval, c'est le bazar. Et puis à un moment donné, là, intransigeance totale, je me mets en lien avec le monde du rêve parce que j'ai besoin d'aller fort. Tu parlais de traverser des couches, et ça, autant je peux avoir quand même des idées ou des inspirations en cuisinant, en me promenant, et je suis renforcée de ce quotidien, mais quand même, à un moment donné, j'ai juste les mots non, pas de concession, radicalité qui me viennent. Voilà. Après, si je peux encore rebondir sur... parce que c'est vrai, hein, comme on se connaît, c'est toujours un regard. Moi, j'ai toujours apprécié chez toi, c'est que, en fait, pour moi, il n'y a pas de séparation dans les thèmes, dans ce que tu racontes, dans ce que tu essayes de faire passer sur scène, et avec ce que tu me dis dans la vie de tous les jours, ou ce qui te fait faire un combat plus politique, voilà. Moi, je vois une continuité. Enfin, je vois quelque chose qui se déploie, mais en prenant des modes différents, mais qui cherche à construire un même univers, en tout cas. Le conte n'existe que quand on le raconte, quand on le donne. Et enfin, tu as un peu amorcé la question, je pense, tout à l'heure, en disant il y a le temps où on se met dans son inspiration, peut-être on cherche sa bulle, mais puis il y a le moment où comment est-ce qu'on va raconter à ces gens-là maintenant, voilà. C'est quelque chose qui est passionnant, que j'aime bien, c'est chaque fois neuf, c'est chaque fois à redécouvrir, c'est vraiment comme l'artisanat en fait. Ça se brode chaque fois différemment, mais par exemple moi, une grande part de mon inspiration, puisque c'est la question, elle vient quand même d'un univers plus de l'écrit. Et ça me pose parfois question parce que, alors que au bout du conte, je vais raconter, je vais parler une histoire, mais j'ai besoin de passer par les mots, autant les lire que les écrire. Et c'est pas du tout pour les redonner tels qu'ils ont été écrits, mais j'ai un vrai rapport très sensoriel, je dirais, avec les mots. Quand je lis certaines phrases, c'est comme si c'était des éclairs de lumière qui me traversent et qui tout à coup me font donner accès à j'ai tout à coup des idées, comme des fulgurances de certaines choses. Enfin, c'est pas un nouveau savoir sur quelque chose, c'est tout à coup une nouvelle sensibilité de quelque chose. Et ça, je l'ai par l'écrit. Dans certains écrits, pas tous.
Et du coup, moi, j'aime utiliser l'écrit parce que peut-être que c'est ce que toi, tu appelles ta bulle. Je ne sais pas comment tu crées ta bulle, peut-être tu pourras le dire après, mais moi, je crée ma bulle, donc je peux la faire n'importe où. Ça m'est égal, je n'ai pas besoin d'un lieu particulier ou quelque chose. Mais j'ai besoin de ce condensé que propose l'écriture. Tout à l'heure, je discutais des différentes strates et tout ça. Et ben, dans l'écriture, dans une seule phrase, parfois, on arrive à condenser plein de choses. Et c'est quelque chose que je ne peux pas trouver de prime abord avec la parole. Si je me mets à écrire, sauf si je suis avec vraiment des consignes poétiques primitives, enfin comme on a déjà fait avec Catherine, où je suis vraiment dans une très grande liberté d'écriture, mais sinon je peux avoir comme quelque chose qui me fige de manière scolaire. Donc moi, c'est pas tant un chemin qui m'aide. Par contre, c'est sûr, quand je parlais de concentration et de radicalité, j'ai besoin de trouver, et je pense qu'avec les années, je commence à trouver, et même comme tu dis, parfois dans des lieux, je me retrouve à devoir faire ça dans ma salle de bain, ou je sais pas, parce que j'ai pas toujours un centre culturel sous la main, mais à trouver justement un état intérieur qui va me relier à... oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile à formuler, mais à sentir que j'ouvre les petites portes comme ça, qui me font être dans quelque chose que je vais sentir juste pour laisser venir à moi ce qui va être le récit. Et donc, ce n'est pas spécialement des mots précis, mais moi, c'est plus des images, en fait. Ou, oui, c'est plus des images, je crois, qui me viennent. Et donc, je me dis, ah oui, ça, c'est une image ou un motif. Et je dis, ça, c'est juste. Et je vais sentir en moi que c'est juste. Je ne sais pas le dire plus. Et il m'a fallu des années pour avoir confiance, comme tu parlais, Catherine, cette fameuse confiance, que je crois que c'est aussi Baba Yaga qui m'a... Enfin, tout le processus avec Baba Yaga, qui m'amène à avoir confiance, de dire, tiens, j'ai ouvert cette image-là qui me vient pour cette scène-là, par exemple, d'une histoire. Et je vais sentir en moi que c'est juste. Comme quand on accorde, que je suis harpiste et que j'accorde ma corde, tu sens quand tu accordes à l'octave, parce que moi j'accorde à l'octave, bah, tu sens à un moment donné, bah, les deux notes sont en résonance. Tu sens, c'est comme ça. Je sais qu'il y a une explication physique, mais voilà, sensoriellement, je me dis là c'est bon. Après je peux me tromper, hein, mais... Les conteurs, quand on parle de comment on pratique l'art, on parle beaucoup en termes d'images. En fait, on essaye de produire des images avec des mots quand on raconte. Mais je trouve qu'on pourrait continuer à réfléchir un peu plus sur c'est quoi une image. Et si on regarde par exemple des peintres ou même des cinéastes, il ne suffit pas de se mettre avec ça. Je me mets là, je regarde, je vois le paysage que j'ai devant moi. Mais après, comment le rendre? Et on a le même problème que si on était un peintre. C'est même une photographie. Comment ce sera jamais la même chose. À un moment donné, il y a quand même mon regard sur la chose, et dans ce regard sur la chose, je pense rentre tous les champs par lesquels on se nourrit. Et ça me fascine. Parfois, j'essaie d'écouter des conteurs. Je me dis, qu'est-ce que je vois comme type d'image? Qu'est-ce que je vois comme type de luminosité? Qu'est-ce que je vois? C'est quelle stylisation d'image en fait? Est-ce que c'est des images, je ne sais pas moi, à la Jérôme Bosch, ou c'est des images à la William Turner, ou bien c'est... Enfin, comment est-ce qu'on joue là-dessus? Et je trouve que... Parce que l'écriture, la poésie procède aussi globalement par recherche d'images. Et quand on prend conscience de ça, de se demander mais comment est-ce que je vais rendre cette atmosphère avec ces mots-là? Enfin, je ne sais pas. Pour moi, ça reste un mystère. Dans le travail de l'oralité, et ça, je pense qu'on est pareil, quand on raconte une histoire, on se laisse traverser par l'oralité, et donc notre histoire, elle n'est pas écrite. Donc ça veut dire qu'on va la raconter d'une manière, et puis d'une autre manière un peu différente, d'une autre fois. Il y a quelque chose qui... Voilà, on ne sait pas ce qu'on va toujours dire précisément, et on laisse venir les mots. Mais c'est sûr qu'il y a des mots-clés dans mon histoire. Comment je vais appeler cette personne-là? Comment je vais la qualifier? Et cette recherche-là, puis même, comme tu dis, cette parole qui danse et qui chante, c'est vrai que c'est quand même aussi une recherche, c'est sûr. C'est pas que l'image, c'est aussi comment elle prend forme dans ma bouche, et quels sont les mots qui vont faire image, justement. C'est particulier parce que c'est à la fois un multiple, et à la fois il y a quand même quelque chose qui appartient à nos singularités. Hein, je dis nos singularités. Et en même temps, ça reste multiple. Tu vois, j'ai pas l'impression que je raconte tout le temps les mêmes histoires et le même type d'histoire, et je pense que ça pourrait m'ennuyer. Mais en même temps,
je parlais de rhizome ou d'arborescence, il y a quand même quelque chose qui relie tous les motifs ou tous les récits qui me traversent, qui m'appellent, pour lesquels j'ai des élans et tout ça. C'est sûr qu'il y a des fils quoi, qui relient tout ça, ça c'est sûr. Ouais. Mais moi, parfois, quand je raconte, je me dis, ah, mais j'ai déjà raconté ça. Et donc, c'est comme s'il y avait des paysages ou des personnages qui me fascinent, oui. Ou des manières de dire. Enfin, je sais que je l'ai dit de la même manière dans un autre conte. Enfin, mais il y a une chose qui m'a frappée dernièrement, en refaisant le tri, hein, puisque c'est une chose que j'aime bien faire, un peu comme Baba Yaga, en triant mes contes, en les réagençant, de me dire, mais en fait, il y a... C'est comme une question en fait que je n'arrive pas à résoudre, mais il y a la question pour moi un petit peu de la destinée. Je ne sais pas comment la dire autrement. Ce truc en fait où j'ai des personnages qui doivent à un moment donné accepter qu'ils ont une quête qui est la leur, qui leur a été donnée je ne sais pas par quoi, mais ils doivent accepter leur quête et à ce moment-là, ils vont trouver une forme de liberté. Et tant qu'ils n'acceptent pas leur quête, eh ben, en fait, ils se perdent. Moi, il y a évidemment plusieurs thèmes qui m'intéressent, mais c'est vrai que je suis appelée par des images féminines qui ne correspondent pas à la norme que j'ai la sensation d'avoir reçue depuis mon enfance. Comme si on avait fermé des portes, des volets, et que ça sentait le renfermer chez les sorcières, chez Méduse, chez tous des personnages. Enfin voilà, c'est comme ça que moi je l'explique, mais je dirais des personnages féminins, ambivalents, qui peut être effrayants aussi, des personnages. Enfin, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup, quand j'ai travaillé Baba Yaga, qui m'a fort marqué, c'est de me dire, mais les personnages féminins, qu'est-ce qu'on a comme image sacrée ou sublimée ou de féminin. Le mot déesse n'existe plus dans la culture judéo-chrétienne. On a l'image de la Vierge, mais même si elle peut échapper à des injonctions, parce qu'on peut trouver la Vierge noire et puis il y a des saintes et tout ça, mais moi, ce que j'ai reçu dans mon catéchisme, c'était quand même une femme plutôt... Enfin, comme moi, je l'ai reçue, entendue. En tout cas, c'était une femme docile qui faisait un enfant et qui disait pas grand-chose. Et donc, moi, j'ai l'impression d'avoir un peu comme été affamée d'images beaucoup plus rocambolesques, beaucoup plus extravagantes, beaucoup plus... Et c'est pour ça que j'ai travaillé Baba Yaga, parce que j'avais besoin de... Et je sens qu'il y a sur la route, il y a... Waouh, là, j'ai un peu ouvert la porte de ce que j'appelle déesse, mais je pourrais encore l'appeler autrement. Et par exemple, j'ai rencontré Kali. Mais waouh, Kali, c'est une déesse hindoue c'est une image féminine qui n'existe pas chez nous. C'est une déesse guerrière, destructrice, qui a des armes comme meilleures que tous les chevaliers du zodiaque. Je veux dire, elle est terrible, elle détruit, elle est sacrée dans son horribilité, enfin, je ne sais pas comment on doit dire, mais elle est sublime dans son côté effrayant et terrifiant. Et pourtant, elle n'est pas néfaste, elle n'est pas malveillante. Et c'est là que j'aime, c'est le côté multiple et qui casse un peu le côté binaire qui me semble trouver dans comment on m'a donné la culture, enfin comment on m'a transmis la culture judéo-chrétienne. C'est que Baba Yaga ou Kali ou d'autres, elles ne sont pas en fait néfastes. Elles ont une fonction en fait dans les récits qui sont des fonctions de transformation, d'émancipation, de libération, d'initiation. Enfin voilà, et ça, je trouve ça tellement plus nuancé et plus vaste et plus... ça ouvre en fait. Je ne me suis jamais formulée comme toi tu te formules les choses aussi clairement, en tout cas ce côté vers la féminité. Après, un jour, je me suis rendu compte que beaucoup de mes personnages étaient des personnages féminins, mais je dois bien avouer que ce n'était pas un mouvement que je me conscientisais. Enfin, je crois que ce qui m'intéresse avec tous les personnages, c'est qu'à un moment donné, ils puissent arriver à leur propre envergure. Et je crois que ça m'intéresse dans la vie aussi. Ça m'intéresse vraiment avec les gens. Et ça m'intéresse de manière globale. J'ai l'impression qu'on devrait tous être là les uns les autres pour s'épauler, pour que chacun puisse atteindre
sa réelle envergure, celle qu'il veut. C'est une petite envergure de libellule ou que ce soit un truc gigantesque et tumultueux, mais que ce soit toutes ces singularités-là. Et c'est pour ça aussi que j'aime le conte et quand j'aime l'écouter, c'est quand j'entends quelqu'un qui est lui-même. Et j'ai pas d'avis sur comment il faut raconter, vraiment pas. J'aime particulièrement aussi écouter des conteurs qui ne me ressemblent pas parce qu'ils m'apportent ce que je ne peux pas m'apporter à moi-même. Enfin, voilà, donc j'ai pas besoin de rester dans une sphère où je me reconnais. Mais chaque fois que quelqu'un est entièrement et puissamment et joyeusement lui-même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'est donné et qui ne me demande pas d'être lui. Voilà. Mais quelle tête on doit avoir quand ça s'ouvre?